La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec l'AGFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny, un B2B exceptionnel cette semaine puisque nous ne recevons pas un, mais deux entrepreneurs. Le premier incarne la 4e génération à la tête d'une entreprise familiale plus que centenaire, connue à travers toute la Suisse. Le second, c'est la relève, puisqu'il vient de prendre au 1er juin la co-direction. Le groupe dont nous parlons s'appelle Braunschweig, connu notamment pour ses magasins Bangeni en Suisse romande, Grieder en Suisse alémanique. L'oncle et le neveu sur le plateau de B2B, Pierre et Loïc Braunschweig, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Messieurs, avant de nous intéresser à la marche des affaires du groupe et à l'avenir du commerce de détail également, nous allons tenter de comprendre comment fonctionne une entreprise familiale, votre entreprise, et quels sont aussi les atouts d'une structure contrôlée par une famille. Nous allons également faire connaissance avec vous. Portrait. Si on ne choisit pas sa famille, on peut décider de travailler avec. C'est le choix que vous avez fait, Loïc Braunschweig. Vous avez pris vos fonctions à la codirection de l'entreprise il y a moins d'un mois maintenant. Comment avez-vous vécu ces premières semaines ? En fait, c'est pas tout à fait mes premières semaines parce que j'avais déjà travaillé à la codirection. Familiale, à la codirection. On y reviendra tout à l'heure. D'accord. Écoutez, bien. Je veux dire, on se connaît très très bien. Je pense que la culture familiale chez nous est assez forte, liée au fait que déjà on habite de manière très proche toute la famille. Au sens large. On se connaît très très bien. Il n'y a pas de grande surprise par rapport à la société que je connais quand même depuis tout petit. Donc honnêtement, tout se passe très très bien. Et vous, Pierre ? Écoutez, nous, d'abord, c'est une grande joie de pouvoir accueillir une 5e génération, parce que c'est pas évident, les transmissions d'entreprise. Donc, c'est un bonheur, et effectivement, ça a l'air de très bien se passer. Bon, c'est tout frais, mais ça a l'air de très bien se passer. Mais comme l'a dit Loïc, il connaît très très bien l'entreprise depuis longtemps. Loïc Braunschweig, vous êtes titulaire d'un bachelor à l'école hôtelière de Lausanne, puis d'un master à HEC Paris. Vous avez assumé la fonction, vous l'avez dit, de directeur marketing et digital chez Bangeni Grieder pendant 2 ans et demi. Et puis, vous êtes parti, vous avez travaillé dans la banque pendant 1 an. Pourquoi être revenu ensuite dans le groupe ? Est-ce que c'était prévu déjà ? Alors, la porte a toujours été ouverte dans mon esprit, du moins, si l'opportunité et le besoin et l'envie de la part de la génération d'au-dessus aussi étaient là, qu'un représentant, moi ou un autre, ou des autres, parce que la génération d'au-dessus ont toujours été plusieurs personnes à la barque. Donc, c'était pas évident de revenir aussi rapidement. L'idée, c'était pas forcément de quitter seulement 1 année. J'avais vraiment l'envie de découvrir un autre domaine qui était le monde des marchés, de l'investissement sur les marchés privés, du private equity que j'ai fait à l'UBP. Et puis l'opportunité, les échanges, des discussions très saines qu'on a eues courant de l'été dernier sont revenus peut-être un peu plus vite que prévu. Mais voilà, c'était pas non plus un chamboulement énorme et le choix a été fait de manière tranquille, mais d'une bonne manière. Vous êtes à la codirection. Ça, c'est aussi une spécificité. Il me semble que vous étiez codirecteur, Pierre Braunschweig. C'est spécial quand même. Toutes les entreprises ne sont pas co-dirigées. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette répartition des rôles ? On peut juste préciser, excusez-moi, c'est Paolo Piton qui est votre alter ego, si j'ose dire, dans le groupe. Exactement, Paolo qu'on connaît, que je connais aussi bien depuis quelques années, donc qui était directeur des magasins suisses alémaniques pendant plusieurs années et qui a aussi repris l'achat il y a 2 ans en arrière, si je ne me trompe pas. C'était un peu une condition, entre guillemets, pour moi que de revenir sans être tout seul, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est quand même un gros bateau avec près de 600 collaborateurs. C'est pas que j'ai 10 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience de management derrière moi. Je savais que je m'entendais bien avec Paolo, qu'on est assez complémentaires en termes de personnalité. Et j'avais, mais tout comme les associés qui trouvaient que c'était vraiment une bonne chose, une bonne idée, manifester l'envie de ne pas être tout seul. Et donc la solution s'est assez naturellement tournée vers Paolo, et on a divisé les responsabilités en 2. Je ne sais pas si je dois rentrer à ce point-là dans les détails,
Mais voilà, il est plus en charge de la partie commerciale des magasins et de l'achat de marchandises. Alors, je suis plus orienté côté services centraux. Vous voulez réagir, Pierre Brunswick? Oui, je veux réagir en disant que la collégialité, elle existe depuis longtemps chez nous. En ce sens que depuis la troisième génération, mon père et mon oncle, ils travaillaient en parfaite collégialité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un primus inter pares ou un CIO. Ça a continué avec nous depuis, en gros, 40 ans. Et puis ça se poursuit. La collégialité, ça a plein de bonnes choses. Et je dirais, pour faire simple, qu'on est toujours un peu les sparring partners les uns des autres. Et nous avions une règle non écrite entre nous trois, la génération d'avant Loïc. C'est que quand on n'était pas sur un sujet important, les trois d'accord, on n'y allait pas. Donc c'est une espèce de sécurité, c'est un filet de sécurité par rapport à des décisions importantes. Vous parlez de filet de sécurité. Certaines entreprises familiales peinent à trouver de la relève au sein de la famille. On a vu très récemment à Genève Firmenich passer sous le contrôle d'un groupe hollandais. Si Loïc avait souhaité rester à l'UBP ou ailleurs dans la banque et ne pas revenir dans le groupe, est-ce que ça aurait pu vous conduire à ce genre de décision de vendre le contrôle, de vendre l'entreprise à quelqu'un d'autre? Pas forcément. C'est une chance, comme je l'ai déjà dit, qu'il y ait une solution familiale ou une partie d'une solution familiale. Mais je crois qu'on avait vraiment, viscéralement, et là je parle pour mes partenaires, envie de garder le caractère familial de l'entreprise. Rien n'est jamais certain dans le monde des affaires. Les choses évoluent vite, et d'autant plus vite aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis toujours, notre idée, ça a été de reprendre cette entreprise et de pouvoir la transmettre, pas de la vendre. Parlons un peu d'investissement. En début d'année, le groupe Brunswick est entré au capital du fabricant de vélos électriques genevois Milo, qui avait installé, si mes informations sont bonnes, un pop-up store d'ailleurs chez Bongénie. Anna Boris, sa cofondatrice, était aussi notre invitée il y a quelque temps dans B2B. Pourquoi la mobilité, Pierre Brunswick? Parce que c'est le grand problème des villes, et c'est un problème qui affecte beaucoup le tourisme, le commerce de détail, pardon. C'est, je dirais, le grand problème du commerce de détail aujourd'hui. C'est la fréquentation des magasins, qui a été mise à mal, bien sûr, par le commerce en ligne, mais aussi par les difficultés de mobilité. Donc, vivant au cœur du problème de la mobilité en étant au centre-ville, on s'est dit que c'était peut-être une opportunité d'investir effectivement dans une entreprise qui propose des solutions de mobilité douce. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs encore que vous regardez du coin de l'œil qui vous font envie? Écoutez, oui, je dois dire que la holding familiale, on est toujours intéressé par... D'ailleurs, on investit dans certaines startups en Suisse. Il n'y a pas que Milou, il y en a d'autres. Il y a l'entreprise View, qui est dans le domaine de l'optique. Il y a l'entreprise Sherpani, qui est dans le domaine du digital, etc., dans lesquelles on a investi parce que, voilà, ça fait aussi partie de notre mode de fonctionnement. Dernière question pour vous, Pierre, avant de passer à la partie plus orientée vers l'entreprise. Vous êtes passionné par les chevaux, particulièrement par le saut d'obstacles. S'il y avait un parallèle à faire avec la gestion d'entreprise, ça serait lequel? Qu'il faut jamais se décourager. Après un mauvais parcours en hippisme, on se décourage pas, on remet l'ouvrage sur le métier, et c'est la même chose après un mauvais exercice, une année difficile, pour des tas de raisons qui sont pas forcément des raisons internes, mais qui sont des raisons liées à l'environnement économique. Il faut pas se décourager, parce que une entreprise dont les bases sont saines et dont la stratégie est claire peut toujours s'en sortir. Je me tourne vers vous maintenant, Loïc Brunswick. Est-ce qu'il y a un moment que vous redoutez, peut-être dans votre future carrière? Que je redoute en particulier au jour d'aujourd'hui, non. Bien sûr, peut-être le premier comité exécutif qu'on a eu hier sans les associés qui dirigeaient ce comité était un moment un petit peu particulier pour tout le monde, parce qu'on a quand même beaucoup de membres du comité exécutif qui sont là depuis de longues années et pour qui ça a un petit peu bousculé les habitudes de se retrouver face à moi-même et Paolo. Ça s'est très bien passé, donc content, mais pas d'appréhension notable, j'ai envie de dire.
Deuxième partie de B2B dans laquelle nous allons aborder la marche des affaires, l'avenir du commerce de détail physique et en ligne. Juste avant de poser la première question, quelques chiffres clés pour rappeler le poids économique de votre groupe. Environ 200 millions de francs de chiffre d'affaires en 2021, un exercice presque à l'équilibre. 15 magasins Bongénie et Grider, 15 magasins physiques en Suisse, 2 en ligne, près de 600 employés au total, vous l'avez brièvement mentionné. Et pour mémoire, vous avez aussi d'autres participations dans ce domaine, là, chez Max Mara, par exemple, Buzano ou bien Hofstetter Sport. Nous allons nous concentrer dans cette partie sur Bongénie Grider, les vaisseaux amiraux du groupe. Pierre Bouchfrick, cette année 2022, on tourne quand même la page de la pandémie. Comment se portent les affaires sur ce premier semestre ? Le premier semestre est relativement bon. Quand je dis relativement bon, c'est qu'il est un peu meilleur que nos projections budgétaires. Parce que là, vraiment, cette année 2022, on a fait un budget base zéro avec les exercices 2020 et 2021 qui ont été perturbés par la pandémie. Beaucoup de choses ont changé depuis 2019, donc il fallait... Et donc, on est relativement satisfait dans la mesure où le scénario est un peu meilleur que celui qu'on avait écrit. Alors, les incertitudes, on est dans un environnement économique, je dirais même plus que politique, géostratégique, extrêmement difficile et volatile. Et c'est très, très difficile de pressentir ce qui va se passer le deuxième semestre. Quand vous dites relativement bon, ça veut dire que la clientèle est de retour. Oui, alors la clientèle est de retour. Le tourisme repart. On a eu des magasins dans des aéroports qui étaient fermés pendant presque 12 mois. À l'automne, on avait 2 magasins sur 3 fermés. Donc voilà, ces magasins repartent. On voit que les touristes reviennent. Et surtout, on ressent une envie de consommation. C'est-à-dire que cette période de privation, finalement, engendre maintenant un besoin de rattrapage. Mais on le voit dans tous les domaines. C'est très difficile de trouver des vols, des places dans des avions, des places dans des hôtels, etc. C'est un petit peu la même chose dans la consommation. Poussons la porte de vos magasins. Quels sont les différents types de clientèle que l'on retrouve chez Bongénie Grider ? Ça dépend beaucoup des emplacements et des magasins. À Genève, on a 25 à 30% de notre clientèle qui est une clientèle de passage, touristes d'affaires, touristes de plaisance. À Berne ou à Bâle, on a 95 ou 98% de clientèle locale. À Interlaken, on a 100% de touristes. Donc c'est vraiment chaque fois une autre histoire. Et c'est ce qui rend d'ailleurs notre affaire assez intéressante. Et l'approvisionnement de nos magasins doit être assez sophistiqué parce qu'on répond à des clientèles différentes presque dans chaque emplacement. Quel est le panier moyen chez Bongénie Grider ? Le panier moyen est de l'ordre de 260 francs à peu près. Et les moments de l'année où vous enregistrez un pic des ventes ? Alors, c'est les périodes, bien sûr, la fin de l'année, parce que même si on a un magasin de textile qui travaillons beaucoup avec les saisons, c'est la période de grande consommation et de cadeaux, c'est les fêtes de fin d'année. Et puis, les périodes de soldes. Mais je dirais que, à part ces 3 points, on a une fréquentation assez régulière toute l'année. Le mois de février étant le mois le plus calme. Loïc Brouchefrick, on parlera du commerce de détail dans un instant, mais il y a un grand chantier que vous allez superviser, c'est le déménagement à Zurich. Vous changez de numéro à la Bahnhofstrasse. Ce sera, si tout va bien, en 2024, l'inauguration. C'est 4 étages de 1000 m² chacun, donc un grand magasin. Qu'est-ce qu'en 2024, on apportera aux consommateurs de spécial pour qu'ils viennent, qu'ils aient envie de venir dans ce genre de nouveaux lieux ? Et bon, Pierre, qui est donc président du comité stratégique par rapport à ce projet, saura peut-être encore mieux en parler que moi. Mais alors, c'est sûr que nous, ce qu'on veut de manière évidente faire, c'est réussir à garder nos clients actuels de chez Grider vers le nouveau magasin de Grider. Donc évidemment, on a envie de faire évoluer les choses, d'apporter une expérience qui soit assez unique pour la ville de Zurich. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'expérience unique, beaucoup de gens en parlent, mais concrètement ? Le produit aujourd'hui, fondamentalement, il ne faut pas se leurrer, on peut le trouver sur Internet, on peut le trouver dans beaucoup de villes, on peut le trouver dans des grands magasins, parfois même dans des magasins monomarques qui commencent à développer leur propre point de vente. Ce qu'il y a derrière de différent, c'est d'une part le service. Aujourd'hui, on essaye de se différencier d'autres points de vente de par la qualité de notre
personnel, de par la relation qu'ils arrivent à tisser avec nos clients, qui on espère restent et resteront des clients réguliers. On a mis en place un programme de fidélité qui plaît beaucoup aussi à nos clients, qui est le BG Club et qui est uniforme à l'ensemble de nos enseignes. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on doit se différencier par le service qui va même jusqu'à la logistique. Je vous prends un exemple. On a la chance d'avoir un réseau de magasins important. Une personne qui souhaite une chemise bleue rayée blanche telle que celle que porte Pierre dans une taille 40, peut-être qu'il ne va pas la trouver dans le magasin de Zurich immédiatement, mais par contre, le lendemain, on peut la faire venir du magasin de Genève ou même la livrer directement chez le client. Donc, on a des synergies. On a un réseau de magasins qui nous permet d'améliorer cette expérience client, chose que tout le monde n'a pas la possibilité de faire aujourd'hui. Phénomène que beaucoup de distributeurs rencontrent, ce sont aussi ces clients qui viennent s'informer, regarder l'article, voir les prix et qui achètent ensuite ailleurs. Comment fait-on une fois que le client est là pour qu'il l'achète dans le magasin ou sur la plateforme, la vôtre en l'occurrence? C'est ce qu'on appelle le showrooming. Déjà, on essaie d'avoir un contrôle sur les prix assez strict. Donc, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'achat qui doit être extrêmement sensible sur le pricing. Donc en principe, ce souci ne devrait pas tellement se poser. Bien évidemment, selon l'évolution de la devise du franc suisse par rapport à l'euro, par exemple, on est plus ou moins cher selon les périodes, et c'est des choses qu'on peut relativement difficilement contrôler. Mais il faut dire que nos clients ne sont pas non plus... s'il y a un différentiel de prix de 5 ou 10 francs sur un article, on n'a jamais eu vraiment cette problématique ou c'est la manifestation de cette problématique auprès de nos équipes de vente. Donc j'ai envie de vous dire... Le segment est moins touché, peut-être. Peut-être, mais aussi parce qu'on n'a pas des différences de prix qui sont significatives pour nos clients. Pierre Bruchfrick, revenons à ce chantier à Zurich. Vous avez dû changer parce que le bail a été arrivé à son terme. Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais finalement peut-être qu'on ne fait pas un magasin à Zurich ou peut-être beaucoup plus petit, on le fait différemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers 4 étages de 1000 mètres carrés? Écoutez, on s'est posé plein de questions, évidemment. Quand on a appris ça, c'était en 2015 ou 2016. L'immeuble a été vendu, le propriétaire veut utiliser cet immeuble, etc. Donc on s'est posé toutes sortes de questions, mais on a rapidement acquis la conviction qu'il fallait un point de vente important à Zurich. Je pense que, comme vous l'avez dit, on a 2 flagships en Suisse, Genève et Zurich. Et ce qui fait aujourd'hui la particularité de notre métier, c'est la complémentarité entre le digital et le magasin physique. Le magasin physique, il est là pour imprimer une atmosphère, pour imprimer le caractère de l'entreprise. Quand Loïc disait c'est une expérience, alors, autrefois, on disait c'est une atmosphère. On doit retrouver dans un magasin une atmosphère, des services, une lumière, une musique, un confort visuel sur l'agencement, etc. Et tout ça participe à cette expérience. Donc, c'est là pour imprégner, si vous voulez, les magasins physiques sont là pour imprégner le caractère de l'enseigne. Et il est indispensable d'être présent à Zurich, capitale économique de la Suisse. Donc, on a cherché rapidement, et rapidement, on est tombé sur une opportunité qu'il a été très compliqué de négocier parce que c'était un projet qui n'était pas encore complètement concret, c'est-à-dire c'est un immeuble qui doit être complètement transformé, qui est surélevé de 3 étages, ça nécessitait un plan de quartier, l'adhésion de la ville, du canton, etc. Ça a été vraiment compliqué à mettre sur pied, on a négocié pendant 4 ans, et finalement, plus on négociait et plus on avançait dans ce projet, plus on savait que c'était ce qu'il nous fallait. C'est un bâtiment qui va être emblématique, parce que c'est un vrai bâtiment d'architecte. C'est un bâtiment qui va être très visible. Dans la région du lac de la Bahnhofstrasse, c'est à 100 mètres de notre magasin. C'est une surface qui sera beaucoup plus adaptée au commerce de détail. Aujourd'hui, on est dans un bâtiment qui est certes intéressant et magnifique, mais qui est très compliqué à exploiter. Là, 4 surfaces de 1000 mètres carrés qu'on peut agencer comme on veut. C'est le rêve de tout détaillant. De faire un magasin depuis budget base zéro, c'est fantastique. Loïc Brunswick, on a plusieurs fois parlé déjà du commerce en ligne. Quand vous êtes arrivé la première fois dans le groupe, vous avez mis l'accent sur ce e-commerce. C'était évidemment un très bon pari avant la pandémie, même si vous n'aviez pas pu l'anticiper. Aujourd'hui, combien pèsent les ventes en ligne du groupe ? Alors, tout dépend comment vous regardez la comptabilité analytique, mais grosso modo, ça représente entre 12,5 et 15% du chiffre d'affaires de Bon Génie Gréder. Ça, c'est un chiffre qui peut encore grandir ? Qui va grandir ?
Alors certainement, c'est vrai que le Covid a été un gros accélérateur, parce que c'est évidemment, si vous prenez les chiffres de 2020, cette proportion est encore beaucoup plus importante. Mais c'est vrai que le Covid a beaucoup accéléré cette évolution. J'ai pas envie non plus envie de parler complètement de transition, car aujourd'hui, on voit bien que nos chiffres dans les magasins physiques sont très très proches des chiffres qu'on avait en 2019 ou avant le Covid. Ça va continuer à évoluer un petit peu. Nous, notre stratégie, de toute manière, c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes entre les ventes en ligne et le monde physique. On est sur le chemin, on a passablement de projets où le digital met en valeur les magasins et les magasins mettent en valeur nos sites de vente en ligne. Quels sont les autres leviers de croissance que vous avez identifiés en dehors du digital aujourd'hui? La Suisse est un pays quand même relativement saturé en termes de développement retail. Donc, les leviers de croissance, c'est d'être meilleur que les autres. Il y en a pas 36 000. On va pas ouvrir. Alors, un des leviers de croissance, oui, c'est l'internationalisation de notre site. Aujourd'hui, on ne vend qu'en Suisse par rapport à notre site. Vous savez que les clients qui viennent en ligne sont essentiellement suisses. Sont 100% suisses. On n'est pas équipé pour aller à l'étranger. Mais on est assez connu à l'étranger, justement de par notre destination assez touristique pour les gens qui visitent Genève ou Zurich. Donc, on a une notoriété au niveau de l'enseigne et il est dans les projets de Loïc et de Paolo de développer la vente en ligne. Et comme le dit Loïc, les prix sont assez, dans le haut de gamme, les prix sont assez équivalents entre les différents marchés. Quand on est dans des marques de luxe, il n'y a pas des énormes différences, à part de temps en temps des opérations prix cassés sur certains sites. Donc, avec un service, parce que ça c'est une chose importante à dire, au niveau du digital, il y a aussi du service. Et là, on peut aussi faire la différence. Packaging, manière de s'adresser aux clients, rapidité, assistance, conseil. Ça aussi, ça fait partie de nos projets de développer du conseil en ligne. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui puisse vous orienter sur la plateforme et vous commenter l'article. Voilà, donc c'est essentiellement là qu'il y a des leviers. Le marché des vêtements d'occasion est en plein boom aux États-Unis, 20%, plus 20% par an si mes informations sont bonnes. Est-ce que c'est un marché qui, dans le domaine des vêtements haut de gamme, du luxe, pourrait vous intéresser à terme? Je laisse la parole à Loïc. Alors oui, évidemment, hein, on ne peut pas se mettre les mains devant les yeux et ignorer le marché de la seconde main de la mode circulaire. On étudie ça de près, de plus en plus près. D'ailleurs, indirectement, la famille a investi récemment dans une société qui a développé un software qui permet la location de vêtements qui s'appelle Unown. C'est une start-up basée à Hambourg. Oui. Exactement. Et on s'intéresse de manière proche à tout ce qui touche à la location de vêtements et éventuellement aussi, dans un second temps, la seconde main. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de date, on n'a pas de date précise aujourd'hui par rapport à un plan de réalisation, mais c'est des choses qu'on étudie. Pour terminer cette partie sur le groupe, aujourd'hui, donc, vous avez accédé à la co-direction, Loïc Brunswick, mais les propriétaires, c'est encore la 4e génération, à ma connaissance. Est-ce qu'il y a un processus aussi, comme chez les banquiers privés, de transmission du capital à un moment, même si vous êtes encore jeune, mais la question se posera certainement. Je ne sais pas si c'est Loïc ou Pierre. Pierre, répondez. Écoutez, pour le moment, très honnêtement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore envisagé, mais forcément, ça interviendra. On essaiera d'y penser avant d'être complètement gaga, pour que les choses se fassent le mieux possible. Et contrôlé par 3 personnes, ce qui est aussi une Absolument. concentration qui est importante. Alors d'abord, c'est 3 personnes qui s'entendent très très bien depuis très longtemps, donc il n'y aura pas de grosses complications à ce niveau-là. Mais encore une fois, on aimerait que ça reste dans des mains familiales. Oui. Pour terminer cette émission, messieurs, des questions et les réponses de 2 générations différentes. C'est parti. Un jour, payer en bitcoin dans les magasins Bongeni ou Gridea, est-ce que c'est une utopie ou une évidence, Loïc Brunswick? Une utopie. Pierre Brunswick? Bon, alors je ne peux pas dire autre chose. Oui.
Tout numérique, on pense aux notes, aux agendas. C'est déjà le cas dans le groupe ou vous utilisez encore du papier? De moins en moins de papier, mais on en utilise toujours un petit peu, oui. Surtout ma génération. Vous deux, encore un agenda papier. C'est pas mon cas. Quel est, Pierre Brunschwig, quel est votre vrai luxe quand vous pouvez vous l'offrir? Qu'est-ce que c'est? Le temps. Le temps, et c'est pour ça que je suis très content d'entrer dans cette étape de ma vie, parce que j'aurai plus de temps pour faire des choses ou ne rien faire. Parce que c'est assez intéressant aussi de rien faire et de réfléchir. Ça veut dire méditer. Ça veut dire que le luxe, vous n'aurez plus de temps. Donc pour vous, qu'est-ce que ce sera le luxe alors, quand vous n'aurez plus le temps? Des bonnes affaires et peu de soucis. Merci beaucoup, messieurs Pierre et Loïc Brunschwig, d'avoir été nos invités aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci. Merci à vous. beaucoup. Et merci à vous, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs, entrepreneuses dans la région. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.